pour la suite de nos conférences, après cette petite pause courte, soit, mais pause quand même, je vous le disais, nous allons recevoir dans quelques secondes le docteur Jean-Loup Mouisset. Il est médecin oncologue et il a fondé le centre Ressources, un centre qui pratique la médecine intégrative pour permettre aux malades atteints du cancer de se battre avec force grâce à toutes ces médecines conventionnelles, santé naturelle et d'obtenir ainsi de meilleures chances de guérison. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le docteur Jean-Loup Mouisset, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes à l'aéroport Aix-Marseille-Provence. Jocelyne, ici, et Isabelle partent à Las Vegas. Elles ont reçu une chimiothérapie 3 semaines auparavant. Elles ont reçu une chimiothérapie en fait depuis des années pour Jocelyne. Elle a un cancer du pancréas métastatique depuis 8 ans. Isabelle a un cancer du sein métastatique hépatique aux os depuis 4 ans. Elles ont reçu une chimiothérapie. Elles partent à Las Vegas sans assurance. Aucune assurance ne les prend en charge. Elles savent par contre qu'elles peuvent compter sur un centre et les amis, la solidarité qui fera ce qu'il faut si jamais il y a un problème aux États-Unis. Elles partent seules. Comment 2 personnes qui suivent un traitement lourd depuis des années peuvent être comme là, non pas simplement des survivantes, mais vivantes? Eh bien, c'est ça que je veux vous expliquer, vous montrer aujourd'hui, vous parler de ce centre à Aix-en-Provence qui a mis en place un programme qu'ont suivi Isabelle et Jocelyne quelques années auparavant. Un programme destiné, on va le voir, à les rendre actrices de leur santé. Alors, il y a Stanford ici, pardon. On voit Stanford ici parce que c'est là-bas que j'ai puisé l'idée, c'est là-bas que j'ai puisé l'axe qu'il fallait suivre. Je vais vous expliquer justement tout au long de ces 45 minutes comment ça fonctionne, pourquoi ce n'est pas magique et pourquoi c'est si essentiel en complément de la thérapeutique. Voilà, le centre Aix-en-Provence, 900 m², piscine, hammam, on va en parler. L'objectif du programme, il n'est pas magique, mais il est, c'est vrai, très ambitieux. C'est-à-dire, c'est d'aider les gens face à un cancer, face à un ouragan, quelque chose qui vraiment emporte leur vie, transforme leur vie complètement. Eh bien, rester comme ce lion, droit, face à ce qui est là. Et l'idée, c'est d'aider les gens à retrouver la fierté, à retrouver la force, et à être capable de dire qui je suis et qui je veux être face à ce qui m'arrive. Ce n'est pas une démarche. Pourquoi cela m'est arrivé? C'est une remarche devant. Quel sens je vais donner à ce qui m'arrive? Et un deuxième grand objectif, effectivement derrière, une conséquence plutôt, c'est les traitements. Je suis oncologue médical. Je donne tous les jours des traitements anticancéreux aux patients, mais je n'offre que de la survie. Dans toutes les études scientifiques, on ne parle d'ailleurs que ça. Survie sans récidive, survie globale. Voilà nos termes médicaux. Et c'est logique. On offre simplement de la survie, on agit sur le corps, sur la maladie. Mais quel sens cette survie a-là si ce que veulent les gens, c'est pas simplement survivre, mais c'est bien vivre. Et donc, c'est l'élément qui manquait, je pense, dans la démarche de soins, celle, je pense, que vous cherchez tous, puisque quand on vient dans un congrès de ce type, c'est qu'on a une démarche où on considère que l'humain est essentiel. Eh bien voilà, on va proposer une démarche aux patients pour que pendant les traitements, après les traitements, eh bien, au-delà de la survie, ils vivent.
Alors, c'est pas si simple, hein. On parle de cancer. Je vous rappelle juste les chiffres en France. 1000 personnes par jour apprennent qu'elles ont un cancer. Ça défile tout seul. 1000 personnes par jour vivent cela. Cette image, un avant, un après. C'est un attentat. C'est aussi fort, aussi violent. Je vous rappelle que c'est 1000 personnes et c'est 440 morts par jour en France. En 10 ans, autant que la Première Guerre mondiale. Et juste pour comparer, c'est 12 morts sur la route. Et je pense qu'on parle beaucoup plus des radars que de comment régler le problème du cancer. Ce n'est pas de la polémique que je fais là, c'est pour dire qu'il y a un problème devant nous qui est énorme. Et quand on est confronté au cancer, je pense que les gens, en apprenant cette maladie, le savent. C'est dur, c'est violent. Et déjà, vous le voyez, à deux, c'est plus tolérable que tout seul. Et voilà une des clés fondamentales, ne pas être seul face au cancer. Ceci nous montre, ces schémas, c'est des études scientifiques pour montrer simplement que l'annonce d'un cancer, l'annonce d'une récidive, un viol, un tremblement de terre, un fait de guerre, on a des niveaux de stress post-traumatique similaires. Le stress post-traumatique, c'est une réalité. Ça veut bien dire que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et c'est extrêmement violent. On a fait face, non pas à un problème psychologique, mais si on veut aider les personnes touchées par un cancer, on fait face à un problème existentiel. Et c'est Irving Yalom, peut-être vous connaissez, il a écrit des romans célèbres, comme Nietzsche a pleuré, Le problème Spinoza. C'est certainement un des plus grands psychiatres de notre temps. On avait dit Jung, on avait dit Freud, mais je pense vraiment qu'on dira aussi avec Yalom. Et Irving Yalom a modélisé les choses et nous a montré que quand face à un événement aussi puissant qu'un traumatisme de vie comme un tremblement de terre, un fait de guerre, l'annonce d'un cancer, on est confrontés tous, quelle que soit notre religion, l'âge, le sexe, le pays, vos convictions, vous êtes confrontés à cela, à des notions universelles. Vous êtes face à cela conscient, vous prenez conscience que vous êtes mortel, vulnérable. Vous prenez conscience que vous êtes seul face à ce qui arrive. Que vous êtes impuissant puisque ça arrive, alors que vous ne vous attendiez pas, ou peut-être que vous faisiez tout pour éviter. Et derrière, ça c'est un sentiment très humain, dès qu'il y a de l'impuissance, il y a de la culpabilité. Ces quatre notions, c'est évidemment pas avec 4 consultations de psychologues par an, comme c'est aujourd'hui le cas qui est proposé, comme soutien officiel, qui pourra faire changer les choses. Ça n'est pas possible. C'est pas un psychologue qu'on demande de comprendre la mort. Pourquoi je vis? À quoi ça sert de vivre? C'est des questions existentielles. Et donc pour aborder ça, il va sûrement falloir se donner d'autres outils. Et voilà donc, quand on fait le point face au cancer, on est confronté à un grand défi que je viens d'expliquer, le défi existentiel. Et aussi, le quotidien. Le quotidien, c'est, tout d'un coup, je ne peux plus travailler. J'étais dans une association, je ne peux plus. J'étais le pilier de la famille, je ne peux plus. J'avais un couple, il part en bibrine, mon mari ne supporte pas, ou mon épouse, c'est très compliqué de vivre cette épreuve. On fait face à des décisions extrêmement importantes. Quelle équipe va s'occuper de moi? Est-ce que je choisis de me faire amputer? Est-ce que je choisis de faire de la chimiothérapie? Qui risque peut-être de me rendre moins fertile? Est-ce que je choisis de faire une chimiothérapie ou pas? Il y a des décisions extrêmement importantes, alors que la peur est bien présente. Et puis, la maladie peut fatiguer, la maladie peut faire mal, peut rendre très très mal. Et puis les traitements aussi peuvent aussi être fatigants, difficiles. Il faut faire face à tout ça, avec des émotions qui sont toujours présentes, si même ne serait-ce que des examens, les nuits qui précèdent des examens et la visite chez le médecin sont difficiles. L'attente des résultats, est-ce qu'il y a une récidive, est-ce que le traitement a marché ou pas, est-ce que ça progresse? Voilà, il faut faire face à tout ça. Donc si on veut aider les gens qui sont confrontés au cancer, vous comprenez qu'il va falloir mettre des moyens extrêmement forts. Et pas simplement, encore une fois, 4 consultations de psychologues par an. Ma rencontre avec David Spiegel à Stanford, pour moi, a juste une révélation et a montré la voie.
David Spiegel est psychiatre, et certainement le plus grand au monde dans ce domaine de l'accompagnement des personnes qui vivent un traumatisme de vie, et notamment le cancer. Et c'est, on peut dire, le plus grand psycho-oncologue du monde. Sa première étude, elle est célèbre, peut-être en avez entendu parler. En 89, dans Lancet, qui est une des plus grandes revues médicales au monde, il publie une étude incroyable. Des femmes qui ont eu un cancer du sein métastatique sont comparées. Un côté, certaines sont accompagnées. Toutes les semaines, elles travaillent ensemble. Elles expriment leurs émotions. Elles font une psychothérapie de groupe avec David, pas pour changer leur psychologie, pour faire face à ce que j'ai dit. Elles apprennent la gestion du stress, l'auto-hypnose. Elles apprennent à faire face aux problèmes. Elles apprennent à exprimer leurs émotions et elles s'entraident. Ça s'appelle une psychothérapie de groupe, soutien-expression. Eh bien, ces femmes qui font ça en plus de la démarche de soins habituelle, c'est pas compliqué. Aucune survivante dans le groupe témoin au bout de 40 mois, au bout de 3 ans. Il y a encore un tiers de survivantes chez celles qui ont participé à ce programme. Et on a montré en plus qu'elles vivaient mieux. Et au total, c'était 2 fois plus de survie chez ces femmes qui participaient à un simple accompagnement complémentaire. Il a fallu 30 ans pour qu'un médicament fasse aussi bien. Barbara Andersen, là on est plus récent, elle a travaillé avec des femmes qui avaient un cancer du sein et qui ont été traitées et on leur dit maintenant on vous surveille. Voilà, mais ne faites rien de spécial. Bon, maintenant on dit quand même faites du sport, mais c'est pas plus. Eh bien Barbara elle propose bien plus que ça. On va faire un travail sur 1 an. Vous apprendrez la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique. Qu'est-ce qui favorise le cancer? Qu'est-ce qui protège? On va travailler tout ça ensemble. Alors, son modèle à Barbara Andersen, il est ancien. Hein. On date de 1994, le copyright. Et tout ça est le fruit de ce qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie, qui est une discipline scientifique, peu connue en France, mais qui existe depuis 40 ans. Et à la lumière de toutes les études faites dans ce domaine, elle avait dit, voilà, quand il y a un diagnostic de cancer, il y a vraiment un stress intense, un bouleversement. Les traitements eux-mêmes sont générateurs de stress, en tout cas toute la démarche de soins, et la qualité de vie des gens est altérée. Alors, on va faire une intervention pour améliorer ça. Si une intervention fonctionne, si mon intervention pour aider les gens fonctionne, ça va se voir. Ça va se voir parce que les gens suivront mieux les traitements, ils seront en meilleure forme, ils comprendront mieux les traitements, ils vont mieux les suivre, mieux les supporter. D'accord, ça c'est une hypothèse. Ensuite, ils vont avoir de meilleurs comportements de santé puisqu'on est censé leur avoir montré comment faire mieux. Ceci étant relié très souvent. Et puis ça aura un impact sur 2 grands axes, l'axe hypothalamo-hypophysaire, le système sympathique-parasympathique, la gestion du stress autonome, et puis la biologie du stress, le cortisol, l'adrénaline, la prolactine, les hormones de stress. Tout ceci va être impacté et du coup va impacter l'immunité favorablement si on fait ce qu'il faut, et cela aura un impact sur la maladie, qu'elle soit locale ou métastatique, et finalement, non seulement on aidera les gens à être mieux, mais on aura aussi un impact sur la maladie. Alors, est-ce que ça marche? Elle mesure. Elle a fait son intervention, et elle regarde. Le niveau d'anxiété diminue dans le groupe qui a participé au programme en vert. C'est mesuré scientifiquement, et c'est durable, c'est important sur des années, on va le voir. Et puis, les gens améliorent leur soutien social. Ils apprennent à mieux aider leur entourage à les aider. Toi, tu vas m'aider, tu vas faire le course, toi, de les ménages, toi, tu es mon pilier quand je vais voir le médecin, tu poses des bonnes questions, quand j'ai peur, c'est toi qui prends la parole. Voilà, on apprend à identifier qui m'aide dans quel registre. Parce que l'entourage, souvent, il ne sait pas comment faire pour vous aider. Donc, OK, on a montré que on a amélioré la qualité de vie, le soutien social et la compliance. Est-ce qu'on change les comportements de santé? Eh bien oui, tiens, je mesure les habitudes alimentaires, elles sont améliorées. Je mesure, est-ce qu'il y a beaucoup plus de graisse? C'est une façon de mesurer aussi. Oui, il y a beaucoup moins de graisse saturée dans le régime alimentaire, dans le groupe qui a participé au programme. On peut s'attendre à des conséquences sur la santé. Et puis, est-ce que ceci, finalement, impacte sur l'immunité? Elle l'a mesuré. Et voici l'activité des cellules natural killer, qui sont des cellules du système immunitaire
qui savent repérer normalement les cellules cancéreuses, eh bien l'activité des cellules natural killers, dans le groupe qui a participé au programme, elles ont une activité bien meilleure que celles qui n'ont rien fait. Sur 2 types de mesures. Remarquable. On a dit que la compliance aussi, elle était censée être améliorée. Eh bien, les femmes qui ont participé au programme, elles sont ici, elles ont reçu plus de doses d'intensité de chimiothérapie, en moyenne 90% de la dose de chimiothérapie prévue, alors que celles qui n'ont pas participé au programme, seulement 70-80%. Un traitement pour qu'il marche, il faut qu'il soit pris. Ça veut dire qu'elles ont mieux supporté le traitement, elles le comprenaient mieux, elles l'ont mieux reçu, avec moins de conséquences. Et les résultats, la chimiothérapie, au passage, j'aime bien le dire, je suis oncologue médical et je sais que les gens ont souvent peur de la chimiothérapie. Voilà une image qui montre qu'une chimiothérapie peut détruire la maladie, c'est-à-dire l'éteindre. Vous voyez, elle est en noir dans les os, tous les os. Là, c'est une dame qui avait des métastases vraiment très diffuses. Eh bien, 6 mois après, vous voyez, il n'y a plus aucune métastase visible. Là, c'est le cœur qui élimine le produit, qui est du sucre radioactif, les reins, la vessie, tout ça, c'est normal. Il n'y a plus, vous voyez qu'il y avait une grosse métastase au niveau de l'extrémité de l'humérus. Tout est éteint. Et vous noterez au passage que le corps n'a pas fondu. Ça n'a pas tué la personne. Je sais qu'on lit beaucoup de choses sur Internet assez ahurissantes, mais bon, depuis 25 ans que je traite des gens, je sais qu'une chimiothérapie peut faire des miracles, comme tout d'ailleurs, mais comme tout, ça doit être utilisé avec escient, avec justesse, parce qu'évidemment, ce n'est pas anodin une chimiothérapie, on est bien d'accord. Mais voilà les résultats qu'on peut obtenir. Mais ceci étant, je dis toujours à mes patients, ici, vous n'êtes pas guéri. Ici, vous n'êtes pas guéri. On a éteint le feu. J'ai juste joué le rôle des canadaires qui ont éteint le feu. Maintenant, il faut reconstruire la forêt. Sinon, ça va reflamber. Et là, c'est pour ça que la chimio fait son boulot, mais que son boulot. Et derrière, il faut absolument faire ce qu'on va proposer. L'accompagnement thérapeutique, en tout cas une démarche de ce type que je vais vous expliquer. Parce que Barbara Andersen, ses résultats sont étonnants. Ils auraient dû être aux 20 heures. C'est publié dans Cancer, une des plus grandes revues au monde, encore une fois en cancérologie. Cancer, décembre 2008. Pourquoi ce n'était pas dans les journaux? Elle nous montre que les patients qui ont suivi le programme vont beaucoup mieux sur le plan psychologique au bout de 4 mois. S'il vous plaît, notez une chose. Il a fallu 4 mois pour que ce soutien, pourtant elle se voyait toutes les semaines dans un travail structuré, mais il faut 4 mois pour que vraiment elles aillent mieux psychologiquement comparé aux autres. Ça ne se fait vraiment pas comme ça en un entretien. Donc il faut de la persévérance. Et vous allez voir que ça dure par contre pour des années, l'impact. Et puis l'immunité, il faut 1 an pour qu'on voit le changement. Je vous ai dit que ça changeait l'immunité, mais 1 an. Si je fais une immunothérapie médicale, c'est 15 jours, 3 semaines, pour que l'impact se voit sur les analyses. Là, il me faut 1 an. Je ne peux pas compter sur cette démarche-là pour éteindre une maladie qui flambe. Mais par contre, dans la durée, on va voir, c'est drôlement intéressant. Parce qu'au bout de 20 mois, il faut du temps. C'est comme si on avait planté une graine et elle a mis 1 an et demi pour germer. 20 mois, on voit une différence dans l'évolution de la santé des personnes qui ont suivi le programme ou pas suivi le programme. Et c'est assez remarquable puisque, regardez, on est la courbe de survie des personnes qui ont suivi le programme sur 800 récidives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas récidivé, et on est avec 11 ans de recul. 11 ans. 11 ans après, voilà, les courbes sont très différentes. On est à 50% de récidives en moins si les femmes ont participé à un programme d'accompagnement thérapeutique, comparé à des femmes qui n'ont fait que la démarche habituelle. Chimio, rayons, chirurgie, hormonothérapie, point. 50%. Si je vous dis qu'à l'échelle de la France, ça voudrait dire, il y a plus de 12 000 récidives chaque année, donc ça voudrait dire 6 000 femmes qui ne récidiveraient pas du cancer du sein. Et je ne parle que de cancer du sein. 6 000 femmes guéries en plus chaque année par une démarche complémentaire. En termes de décès, c'est carrément 68% de décès en moins. On passerait de 12 000 décès chaque année en France du cancer du sein à 4 000. C'est 3 000 décès sur la route. C'est comme si tout d'un coup je disais il n'y a plus de décès sur la route et plus encore. Je vous parle de 8 000 décès en moins, rien que pour le cancer du sein.
Je n'ai pas dit que ce programme était miraculeux et que toutes les femmes qui le suivent ne récidivent pas. Vous avez vu dans la courbe que 20% vont quand même récidiver avec 10 ans de recul. Celles qui récidivent, quand on les regarde et qu'on les analyse, regardez, leur niveau de détresse à l'annonce de la récidive, ça peut arriver 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il est aussi élevé que celles qui n'ont pas participé au programme. Vous voyez ici, leur niveau de détresse est similaire. Autrement dit, le programme n'a pas rendu les personnes invulnérables, insouciantes, insensibles aux émotions. Non, elles sont aussi sensibles. Par contre, regardez au bout d'un an, on est en situation métastatique, donc leur vie est en péril, eh bien leur détresse diminue, alors même qu'on ne les aide pas de nouveau. C'est l'aide qu'elles ont reçue il y a quelques années. Mais on en a fait des guerrières. Elles ont retenu, elles savent comment faire face. Et elles s'adaptent. Celles qui n'ont pas participé au programme s'adaptent beaucoup moins bien. Quand on regarde l'immunité, c'est pareil. Elle s'altère beaucoup moins dans le groupe qui a participé au programme, comparé à celles qui n'ont pas participé. Et en termes de survie, du coup, elles vont vivre 1 an et demi de plus en moyenne. Et beaucoup mieux. C'est bien beau la survie, mais encore une fois, avec une qualité de vie supérieure. On retrouve exactement les 18 mois de survie en plus dont j'ai parlé avec David Spiegel. C'est bien, c'est concordant. Alors je parle des femmes, le cancer du sein, parce que vous savez qu'on étudie, c'est celui qui est le plus étudié, parce qu'il concerne 40% des cancers de la femme, c'est des cancers du sein. Donc quand on va analyser un cancer, évidemment, c'est plus facile d'analyser le même type de maladie. Chez les hommes, c'est le cancer de prostate qui est le plus fréquent. Et à Berkeley, il y a une étude remarquable qui a été faite. Elle date déjà de 10 ans, c'est en 2005, et elle a été publiée dans un Journal of Urology, autrement dit un journal qui est censé être lu par tous les urologues du monde. J'en parle à mes urologues, mes collègues, ils ne connaissent pas cette étude, j'ai beau leur en parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Dean Ornish? Vous connaissez l'histoire de ces dépistages dans le cancer de prostate et la polémique, quand on découvre des cellules cancéreuses au niveau de la prostate, mais qu'on ne sait pas si ces cellules ont réellement la capacité à évoluer vers un cancer maladie. Et donc on surveille. Et on appelle ça une surveillance active. Parce qu'on va les surveiller tous les 6 mois avec un dosage de PSA, toucher rectal, biopsie. Bon. Mais c'est actif vis-à-vis du médecin. Vis-à-vis du patient, on ne lui demande rien de faire. Donc c'est une surveillance rapprochée, passive, en fait. Eh bien, Dean Ornish, il propose une chose. Il leur dit, écoutez, je vous propose de participer à un programme, 1 an. Imaginez des hommes qui se réunissent toutes les semaines pour partager leurs émotions. Un exploit. Pour marcher, apprendre à marcher, faire du sport, changer leur alimentation, apprendre la gestion du stress, tout cela. Et ils travaillent ensemble 1 an. Au bout d'1 an, qu'est-ce qui se passe? Le PSA, qui est un témoin, c'est un marqueur biologique, qui est un témoin de l'activité de la maladie du cancer de prostate, a diminué, alors qu'il a augmenté de 6% dans le groupe qui n'a pas participé au programme. Aucun patient du groupe qui était participé au programme n'a basculé vers un traitement. Et quand on regarde l'immunité, c'est remarquable, puisque l'immunité anticancéreuse, encore une fois les cellules natural killers, leur activité a été augmentée par 8. Elle est devenue 8 fois supérieure dans son activité anticancéreuse. Voilà un programme qui montre que plutôt que de rester passivement à faire simplement biopsie PSA, on peut très bien enseigner de la santé qui va impacter sur le futur. Et ça, je montre pour montrer à quel point l'impact de ce programme a un impact au cœur même de nos cellules, puisque Dean Ornish a analysé ensuite les chromosomes du système immunitaire. En 2013, Lancet Oncology, encore une fois une des plus grandes revues au monde, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? L'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères, au bout de 5 ans, normalement, ils devraient se raccourcir. C'est ce qu'il a vu chez ceux qui n'ont pas participé au programme. Eh bien, ceux qui ont participé à son programme et qui ont changé leur mode de vie, eh bien, leurs télomères ne se sont pas raccourcis et ils se sont même allongés. Si je m'en tiens au discours du prix Nobel de médecine 2013, qui était de Stanford, justement, eh bien, ça signifie que les chromosomes se sont rajeunis 5 ans après. Les chromosomes du système immunitaire des patients. Donc, vous voyez à quel point l'impact de ce programme, qui a duré 1 an, a changé la vie de ces gens dans les faits, mais aussi dans les chromosomes même.
Alors, je vais donner un petit florilège de publications. J'insiste, hein, je montre, tout ce que je vous montre là a été publié dans des revues scientifiques de plus haute volée. Là, ici, on est dans Gene, Chromosome, Cancer, 2008. Et qu'est-ce que ça nous montre? Que ici, on voit l'expression, l'activité d'un gène qui s'occupe de la réparation de l'ADN. Quand on a l'ADN cassé, il le répare. C'est le gène BRCA1. Et bien, quand ce gène est subi du stress, eh bien, son activité est divisée par 2. Donc, comprenez que le stress, on est bien d'accord, a un impact au cœur même de nos cellules. Alors, le stress, est-ce que c'est mauvais du coup? Ben, il y a 2 choses. Le stress aigu, celui qui nous permet de fuir. Pardon, encore une fois. Ici, le zèbre, il est ici au repos, il est en train de boire. La lionne est aux aguets, prête à bondir. Le zèbre est tranquille, ça ne sert à rien de stresser tant que ce n'est pas le moment. Et puis, la lionne a bougé, elle va attaquer. Le zèbre, son niveau de stress monte au zénith. Tous ses muscles se bandent grâce à l'activité de l'adrénaline, de la cortisol, etc. Il va pouvoir fuir. Merci au stress aigu, qui lui permet de réagir comme il faut avec son corps. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Ça revient à la normale. Ce qui n'est pas normal, et souvent chez nous humains, c'est qu'après avoir vécu un traumatisme, l'attaque d'une lionne, on a peur tout le temps. On reste dans le stress. Et voici ici ce qu'on a malheureusement. Soit on a des stress répétés et notre taux de cortisol est tout le temps là-haut, soit on a des stress répétés et à la fin, on n'en peut plus. Regardez ici, la courbe est plate. Ici, ce qu'on appelle la courbe, le cycle du cortisol. Le matin, notre cortisol monte à 8 heures, un peu de stress pour se réveiller. Et puis, normalement, il va décliner petit à petit pour que vers 18 heures, il soit au plus bas. C'est là qu'on a souvent un petit 37,6, 37,8, un petit peu de fièvre, un peu froid. Bon, normal, le cortisol est au plus bas, puis il va remonter dans la nuit pour être au maximum à 8 heures. Voici un cycle normal d'une personne en bonne santé. Voici le cycle du cortisol où le stress est permanent chez quelqu'un qui est en dépression majeure. Vous comprenez l'idée de faire des cures de sommeil chez les gens qui sont en dépression de sommeil. C'est une façon de faire, mais on va forcer si possible à ramener vers le bas. Et ici, la courbe est plate, stress post-traumatique, douleur chronique, fibromyalgie, stress chronique. Donc là, ici, c'est l'image de la société qui ne réagit plus qu'au bruit. Hein, si on disait tous les jours à la télé, il y a 1000 personnes qui sont atteintes de cancer aujourd'hui, 440 personnes sont mortes, eh bien, on fait ça, on n'en parle plus. Il y a, par contre, un attentat, il y a eu 40 morts, et là, on en parle pendant des semaines. Il n'y a pas de journée nationale pour les gens atteints de cancer. Hein. Pourtant, ils ont un terroriste qui est remarquablement efficace. La société, elle est là-dedans. Et il va falloir aider les patients à sortir de cette courbe-là, parce que regardez, quand on analyse chez les patientes qui ont un cancer du sein métastatique qu'effectivement elles ont une courbe plate, ben voici la survie qui les attend si elles ont une courbe plate du cortisol ou si elles ont une courbe qui est normale. C'est une courbe qui permettrait à un médicament d'être autorisé et mis sur le marché et donc commercialisé. Voilà, le sommeil, donc, c'est essentiel, le rythme du sommeil, le rythme du cortisol. Ici, vous avez une image, et on est dans Nature Medicine. Nature Medicine, moi, si je publie là-dedans, je vais faire des conférences dans les congrès toutes les semaines, si je veux. Alors, voici le cancer d'une souris, cancer de l'ovaire d'une souris en situation normale, et la même souris qui a le même cancer, sauf qu'elle subit un stress chronique. Le cancer a plus que doublé, triplé dans son développement. Alors, le stress chronique, on est d'accord, c'est quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire. Hein, c'est typiquement là, la souris, elle avait un petit stimulus électrique, mais comme elle est attachée, elle ne pouvait pas échapper. Et elle ne savait jamais quand ça allait arriver. Donc ça, c'est terrible. Stress et impuissance, c'est le cocktail pour déprimer le système immunitaire. Et ça, c'est ma diapo favorite, pour nous rappeler à quel point c'est important de ne pas être seul. Ici, notre babouin a un taux de cortisol normal au repos. Et puis, il voit un lion.
son taux de cortisol grimpe au plafond. Maintenant, ils sont deux babouins et un lion, un peu moins peur. Et maintenant, il est avec sa famille, même lion, même pas peur. Imaginez donc si vous faites face au cancer tout seul, ou si vous faites face avec une équipe qui vous entoure, franchement, vous n'aurez pas le même niveau d'intensité de peur. En résumé, comment ce type d'intervention, qui vise à améliorer le soutien, rendre les patients plus forts, va pouvoir impacter sur la maladie? C'est très simple à expliquer. Maintenant, vous dire pour un patient qu'est-ce qui est décisif, c'est impossible, puisque l'approche, elle est globale. Mais voilà ce qu'on peut dire. On améliore la compliance au traitement, qui donc ont plus de chances de marcher. On améliore les comportements de santé, tabac, alcool, alimentation, activité physique, habitude de vie. Et puis, on va améliorer la gestion du stress. Et on l'a vu, ça améliore l'immunité anticancéreuse, la biologie du stress, les rythmes du sommeil, la mélatonine, le cortisol, etc. Évidemment, tout ça est un peu en interaction, mais voilà les grands axes sur lesquels on agit quand on accompagne efficacement les patients atteints de cancer. Moi, j'ai voulu, en tant qu'oncologue, m'occuper de mes patients parce que je suis avec eux tous les jours. Je perds 1 ou 2 patients chaque semaine. Je suis, comme je dis, dans les tranchées et je ne vais pas attendre que là-haut, ils aient enfin compris que ça valait le coup. Alors, depuis plus de 15 ans, l'association Ressources existe. On a créé en 2011 ce centre à Aix-en-Provence. C'est des fonds uniquement privés, 10% de subventions publiques. On accueille tout le monde, hommes, femmes, enfants, après les traitements du cancer. Les adultes comme les enfants. Il y a des enfants atteints de cancer ou les enfants de personnes touchées par le cancer. Et il y a ici 3 étages, le bas c'est accueillant, bibliothèque. On n'est pas dans un hôpital, on est bien d'accord. C'est hors hôpital. Le lieu n'est surtout pas un lieu de traitement anticancéreux. C'est un lieu pour s'occuper de la personne. Ce n'est pas opposé au traitement, c'est complémentaire. On a une cuisine pour faire des ateliers de cuisine, on a un hammam, on a des grandes salles pour faire de la gymnastique, du tai chi, du qigong, de la psychophonie, de l'art-thérapie, de ce que vous voulez. Il y a 140 intervenants bénévoles dans le centre. Et on fait aussi le programme d'accompagnement thérapeutique. Alors, la participation est de 30 € par mois, mais elle est facultative. On est accessible à tous. Donc il y a un vrai 10% des gens qui n'ont pas les moyens, mais sinon tous les autres participent volontiers pour que ça fonctionne. Le programme, c'est quoi? On réunit une dizaine de personnes et ils vont cheminer ensemble. On va créer un groupe, on va créer des liens. Et ces gens vont devenir des amis et ils vont cheminer ensemble. 2 types de groupes, les gens en situation de rémission, les gens en situation de maladie présente, maladie métastatique. Ça va durer 1 an, donc c'est exigeant, c'est vrai. Toutes les semaines pendant 4 mois, puis toutes les 2 semaines pendant 8 mois. Il y a un professionnel, un psychothérapeute, quelqu'un de formé en tout cas pour accompagner ce groupe qui les suit toute l'année. Et on fait intervenir des vacataires spécialisés dans la communication relationnelle, les différents thématiques qu'on va aborder. La communication relationnelle, parce qu'il faut savoir comment on va parler du cancer à son boucher, ou pas en parler d'ailleurs, comment on va en parler à ses amis, à son travail, à sa famille, à ses enfants. Et puis, il y a son médecin. Vous savez qu'on coupe la parole, les médecins, au bout de 20-30 secondes. Donc, il va falloir arriver à communiquer avec lui efficacement pour dire ce que vous voulez. Et faire, non pas les moutons, mais créer une alliance thérapeutique avec votre médecin. Ça c'est le top. C'est quand vous avez avec votre médecin, il vous écoute, et vous êtes le maître d'œuvre. Moi, je suis l'architecte en tant que médecin. Et je suis là pour vous aider avec mes compétences. Mais je ne sais pas, ce n'est pas moi qui vivrai dans votre maison. Donc c'est à vous. C'est vous c'est votre corps. Donc vous devez être le maître d'œuvre. L'activité physique, on le sait tous aujourd'hui, c'est reconnu, c'est simple, c'est toujours porteur de bien-être. C'est le meilleur remède anti-fatigue. Ça agit sur l'immunité, ça agit sur le stress. Et ça permet aussi de créer des liens. Les connaissances, il y aura des ateliers pour apprendre qu'est-ce que le cancer, les causes, les traitements, qu'est-ce que c'est, les soins complémentaires, comment les intégrer avec intelligence. On va apprendre tout ça, et puis on va apprendre la nutrition. Il y a des ateliers de nutrition pour apprendre, cuisiner, que ce soit bon, festif,
mais santé, et on peut dire anti-cancer. Et puis bien sûr la gestion du stress, et on va explorer toutes les voies, celle qui vous conviendra. Il y en a qui préfèrent la marche méditative, il y en a qui vont faire du tai chi, il y en a qui vont faire de la pleine conscience, d'autres de la cohérence cardiaque. En tout cas, on va tout apprendre, et vous garderez ce qui vous intéresse. Pardon. Alors, il y a 1h30 chaque semaine d'apprentissage de ce que je viens de dire. Tout ça. C'est des ateliers. Chaque semaine, on apprend quelque chose. Et après, il y a 1h30 de groupe de parole. Ça, j'appelle se construire une santé. Et après, on va faire le groupe de parole pour se reconstruire. Et là, on parle. Et surtout, on ne parle pas de la maladie. On parle de soi. C'est le but. Qui je suis et qui je veux être face à ce qui m'arrive. Et donc, je vais aborder tous ces grands thèmes, inévitablement importants. Comment je fais avec ma famille? Comment j'améliore? J'arrête de leur demander de changer. C'est moi qui dois les aider, si possible. Après, s'ils changent, c'est bien, mais le médecin, vous ne le changerez pas. Par contre, vous pouvez apprendre à mieux communiquer avec lui pour tirer un meilleur parti. Si vous arrivez, je m'excuse, avec une boîte de chocolat, docteur, il va vous regarder tout d'un coup avec... prendre plus attention et faire plus attentif. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'acheter, mais créer une relation avec le médecin, c'est utile. N'oubliez pas que l'État ne nous aide pas, que la consultation de cancérologie, elle est prévue durer aussi longtemps que pour un rhume. Hein. En théorie, c'est 5-10 minutes si on s'en suit les textes. C'est le même tarif. C'est 28 €. C'est pareil. Donc l'État ne nous aide pas du tout. Il ne nous dit pas, c'est une consultation de cancérologie, c'est pas du tout comme un rhume. Donc, comprenez aussi que le système ne nous aide pas. Hein, il faut donc aider les médecins. Ensuite, vous apprenez l'auto-hypnose dans le groupe aussi, c'est important. Vous apprenez à accepter les changements. Je suis ménopausé maintenant. J'ai été opéré du côlon et j'ai une poche. Enfin bon, il y a des choses qu'il faut intégrer. Et puis on parlera de la mort, parce que on a tous peur de la mort, mais plus on est confortable avec cette question, et plus on profitera de la vie. C'est, vous le savez tous, une vérité, et il faut le faire. Pas parce qu'on se résigne, parce qu'on va être plus fort face à cette question-là. Jocelyne, que j'ai montrée tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle avait un cancer du pancréas métastatique depuis plus de 8 ans, hein, sur la photo. Eh bien, quand je lui ai annoncé son cancer, on a vu les pronostics théoriques, qui étaient de 12 mois. Mais je lui dis, ça c'est la théorie. On va se battre pour faire bien autre chose. Et elle, quand elle a su la gravité, elle a dit OK, elle a fait son testament, elle a fait tous ses papiers. C'est pas pour ça qu'elle est morte. Et d'ailleurs, elle me l'a dit, le fait d'avoir fait tout ça, elle s'est mise à moins penser à la maladie, elle s'est soignée, mais d'un coup, elle s'est remise en action, elle s'est remise debout. Et le cancer n'a pas tout emporté. Et comme je vous dis, elle n'est pas morte du tout, quelques mois après, au contraire. Voilà, ça c'est le modèle de la psychothérapie de groupe. Ce n'est pas juste un groupe de parole, c'est vraiment un modèle. Il y a une formation pour les thérapeutes. Finalement, l'accompagnement thérapeutique, certains me diront, c'est de l'éducation thérapeutique. Non, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique. Pourquoi? Parce que d'abord, ça dure 1 an. Deuxièmement, parce qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur la gestion de la douleur ou de gérer le protocole de chimiothérapie Fexan ou Taxotere. On parle des choses en général, on va donner des outils aux patients transversaux. Si après, ils veulent travailler la question de la toxicité de leur chimio, ils vont voir leur médecin. Ensuite, c'est un programme qui dure 1 an et qui donne un apprentissage, une éducation, oui, mais on va faire une psychothérapie de groupe avec. Pas pour changer leur personnalité, comme je vous ai dit. Hein. Et donc ça, c'est donc pas une simple éducation thérapeutique, c'est bien plus. Ensuite, c'est surtout pas facultatif, les gens ne suivent pas le programme comme ils ont envie. On suit un programme, et après on pourra le compléter par d'autres choses à côté si on veut. Mais le programme, il est suivi par tout le monde. On est encordé et on va là-haut. On veut gagner les Jeux Olympiques, on veut monter l'Everest, eh bien on y va ensemble encordé. Voilà, et l'objectif ensuite, c'est pas de dire vous allez faire ça parce que comme ça, vous allez mieux faire les vaccinations ou mieux faire le... Je ne suis pas anti-vaccin, mais je ne suis pas du tout pour une médecine qui est une médecine de masse. La médecine doit toujours être personnalisée. Donc la personne pourra peut-être dire à la suite du programme, moi j'en veux pas de ça. C'est son droit. C'est son droit fondamental d'ailleurs. Et l'objectif n'est pas de mieux prendre en charge la maladie, mais de mieux prendre en charge sa santé.
Alors, quelle place dans le système de soins? Le traitement de la maladie, il est à l'hôpital. C'est son territoire. C'est là qu'on traite la maladie le mieux possible et le plus humainement possible. Mais c'est froid, il faut mettre des blouses, il faut mettre des gants, etc. On le sait, c'est pas facile. Les soins de support, qu'est-ce que c'est? C'est les soins pour mieux supporter le traitement de la maladie. Autrement dit, c'est encore très attaché à la clinique, à l'hôpital. Et c'est pour mieux supporter le traitement. Et l'accompagnement thérapeutique, ça se passe en dehors de la clinique et de l'hôpital. Et l'objectif, c'est ne pas de prendre en charge la maladie, ni même le traitement de la maladie, mais de prendre en charge la personne. On s'occupe d'elle et d'elle seule. C'est pour ça que le centre est si important, parce qu'il redonne un lieu où la personne existe en tant que personne. Et Jocelyne, que j'ai montrée tout à l'heure, elle avait beau avoir un cancer du pancréas, eh ben elle n'était pas celle qui a un cancer du pancréas, elle était Jocelyne, et qui était responsable du programme de la garderie des enfants du centre. Et Jocelyne, eh ben, on mangeait avec elle au restaurant, c'était une personne à part entière et pas juste une patiente. Voilà, donc dans le centre, il n'y a aucun soin anticancéreux, pas de consultation individuelle pour faire de l'homéopathie. Des conférences pour comprendre ce que c'est l'homéopathie et à quoi ça sert. Mais si vous voulez faire de l'homéopathie, vous allez voir votre médecin homéopathe. S'il y a de la réflexologie plantaire, vous allez la découvrir. Mais si vous voulez vraiment continuer la réflexologie plantaire de façon régulière pour faire un traitement, vous irez à l'extérieur ensuite. La seule exception, c'est les gens qui ont des problèmes financiers, qui ne peuvent pas se l'offrir. Dans ce cas-là, on leur propose des séances complémentaires. Voilà. Si je veux résumer tout ce que je viens de dire, ça commence par ça. Ici, la maladie. La maladie traitée à l'hôpital. Évidemment, c'est très inhumain parce qu'on se concentre dessus. Mais les médicaments, ils ne cherchent pas à comprendre, ils agissent là. Et les médicaments, et vous le savez, souvent les chimiothérapies, elles ont des effets secondaires. Donc le corps va souffrir. Et donc les soins de support vont aider ce corps à moins souffrir. Ça, c'est toujours à l'hôpital. Et puis nous, à Ressources, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'occuper de la personne qui a un corps et une maladie. Et on va s'occuper aussi de l'entourage. L'entourage qui est là et qui souffre aussi, parce que la personne ici souffre. Il est évident que si la maladie régresse, le corps va mieux, l'individu va mieux, et finalement tout le monde va mieux. Mais est-ce qu'il n'est pas évident aussi que si la société est plus aidante, les personnes ici seront mieux, et du coup, si on les aide à être plus fortes, le corps supportera mieux, et on mettra dans les meilleures conditions pour que la maladie régresse. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que c'est à double courant, et qu'il n'y a pas une médecine allopathique et ce type d'accompagnement. C'est tout à fait complémentaire. C'est non seulement complémentaire, mais je trouve que l'accompagnement thérapeutique est indispensable. Quand aujourd'hui les traitements coûtent autour de 5 000 € par mois, les nouveaux traitements, voire plus, 7 000, voire plus, on est en train de grimper. S'il n'y a pas du sens derrière tout ça, ça sert à quoi? Si c'est juste pour offrir de la survie. Si vraiment derrière il y a un sens, alors on est prêt à faire des efforts. Après, bien sûr, il faudra définir le niveau de ces efforts financiers, mais donc l'objectif, il n'est pas que de survivre, il est vraiment de vivre. C'est ce que veulent les gens. La qualité permet de donner une dimension hors du temps à notre vie. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait « Celui qui a vécu le plus grand nombre d'années, et pas celui qui a vécu, pardon, celui qui a vécu le plus n'est pas celui qui a vécu le plus grand nombre d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. » Si vous voulez aller plus loin, mon livre est disponible là dans les bonnes librairies et ici sur le congrès, où j'explique tout le rationnel de cela, si vous voulez aller plus loin. Sachez qu'aujourd'hui, des centres ressources, il y en a 5. Il y a Aix, il y a Montélimar, il y a Montauban, Reims depuis le mois de mai, et Paris, c'est la semaine prochaine, en face du bois de Vincennes. Merci. Jean-Loup Mouisset, merci beaucoup Jean-Loup. Merci pour cette présentation.
pour cette présentation, j'ai envie de dire pleine d'espoir, mais c'est au-delà de l'espoir parce que c'est concret et parce que ça marche. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, ah oui. C'est un grand moment qu'on a vécu avec vous. Merci.